N'était pas un prolétaire, ni partisan des métiers de jadis, à l'atelier comme à la terre, le roi seulement protégeait les petits, abandonner l'ouvrier peine, esclavillait force à demain, entre les dictateurs de haine et ceux du capital sans fin, si tu veux t'aller vivre. La révolution anti-française de 1789, faisant suite au travail de sape entrepris depuis la Renaissance par des écrivains, des penseurs et des philosophes, afin de détruire le catholicisme, rempart contre l'éclosion du capitalisme, détruisit les protections sociales ouvrières, corporations, afin d'asseoir le pouvoir de l'argent et de l'usure. C'est par le décret d'Allard 2 et 17 mars 1791 et la loi Le Chapelier 14 et 17 juin 1791 que les révolutionnaires détruiront le système corporatif qui servait de protection pour les ouvriers et imposeront un libéralisme économique sauvage rejeté jusqu'alors par nos rois. Les sociétés de pensée comprirent que pour permettre à l'argent de dominer, il fallait donc, à la différence de l'Angleterre, supprimer le roi, garant des libertés populaires et protecteur social de son peuple. En Angleterre, le roi se lia au lord et à l'argent contre le peuple, ce qui explique le maintien de la monarchie anglaise. Certes, il est vrai qu'en 1776, Turgot, alors contrôleur général des finances, obtint du roi Louis XVI la suppression des communautés de métiers, avec l'édit de Turgot de 1776 supprimant les corporations. Il le justifiait ainsi. La source du mal est dans la faculté même accordée aux artisans d'un même métier de s'assembler et de se réunir en corps. Le roi Louis XVI, ayant compris son erreur, car ayant été très certainement mal conseillé, revint sur cet édit. L'édit du roi enregistré au Parlement le 23 août 1776 annula donc l'abolition des corporations. Louis XVI se justifia ainsi devant Turgot. En faisant cette création, nous voulons donner aux ouvriers un moyen de défense. Nous voulons qu'ils puissent jouir en commun de leur intelligence, qui est le bien le plus précieux de l'homme. Pas étonnant avec une telle réponse d'apprendre que Louis XVI fut le premier à utiliser le terme de justice sociale. Le vol du bien commun des ouvriers a donc été décidé par le décret d'Allard du 2-17 mars 1791 qui déclarait propriété nationale les biens corporatifs. Ce décret d'Allard faisait aussi du libéralisme économique le fondement du nouveau régime de travail, de la production et du commerce. Le 14 et 17 juin 1791, la loi Le Chapelier interdisait aux hommes de métier de s'associer en vue de former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. Cette loi, calquée sur la logique de Turgot, s'inspirait du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, dont Isaac Le Chapelier reprit des passages entiers dans son exposé. Privés de leur patrimoine, les corps de métier ne pouvaient plus vivre. L'historien Hippolyte Taine évalua à 16 milliards de l'époque la valeur du patrimoine des métiers confisqués aux corporations. Somme énorme si l'on considère le chiffre peu élevé des effectifs ouvriers au moment de la Révolution. Rappelons également que sur le nombre total de guillotinés durant la période de la Révolution, 31% étaient des ouvriers, 28% des paysans et 20% des marchands, soit près de 80% étaient des petites gens. Le tout au nom de la liberté et des droits de l'homme comme il se doit. Dans la capacité politique des classes ouvrières, rédigée en 1865, Proudhon avait raison d'écrire « Ce qui a créé la distinction toute nouvelle de classe bourgeoise et de classe ouvrière, ou prolétaire, c'est le nouveau droit inauguré en 1789. Avant 89, l'ouvrier existait dans la corporation et dans la maîtrise, comme la femme, l'enfant, le serviteur dans la famille. Il aurait répugné alors d'admettre une classe de travailleurs en face d'une classe d'entrepreneurs, puisque celle-ci contenait celle-là. Mais, depuis 1789, le faisceau des corporations ayant été brisé, sans que les fortunes et les conditions fussent devenues égales entre maîtres et ouvriers, sans qu'on eût rien fait ou prévu pour la répartition des capitaux, pour une organisation nouvelle de l'industrie et des droits des travailleurs, la distinction s'est établie d'elle-même entre la classe des patrons, détenteurs des instruments de travail, capitalistes et grands propriétaires, et celle des ouvriers, simples salariés.
On peut nier aujourd'hui cet antagonisme profond des deux classes, inconnu au Moyen-Âge, et la raison qui l'amena fut une grande iniquité. En effet, ces lois révolutionnaires qui, nous le rappelons, ont été prononcées et votées à gauche de l'hémicycle, ne furent pas sans conséquences. Pour s'en convaincre, il suffit pour cela de lire les rapports effectués par le docteur Villermé pour ce qui est des conditions de travail des enfants durant le XIXe siècle. Chez les enfants, dit M. Villermé, l'état de souffrance résulte surtout de l'excès du travail. Chaque jour, on les garde de 15h à 15h30 et l'on exige d'eux 13 heures de travail effectif. C'est un spectacle bien affligeant que celui de cette multitude d'enfants maigres, hâves, couverts de haillons, marchant pieds nus par la pluie et la boue, portant à la main, et quand il pleut, sous leurs vêtements, rendus imperméables par l'huile des métiers tombée sur eux, le morceau de pain qui les doit nourrir jusqu'à leur retour. 16 à 18 heures debout, chaque jour, dont 13 au moins dans une pièce fermée, sans presque changer de place ni d'attitude. Ce n'est plus là un travail, une tâche, c'est une torture, et on l'inflige à des enfants de 6 à 8 ans, mal nourris, mal vêtus, obligés de parcourir dès 5 heures du matin la longue distance qui les sépare de leur atelier, et qu'achève d'épuiser le soir leur retour de ces mêmes ateliers. Alban de Villeneuve-Bargemont précisait également dans un de ses discours: « Ces pauvres enfants, dit l'enquête, sont soumis à un travail de 8 à 10 heures de suite, qui reprend après un repos au plus de 2 à 3 heures, et se continue ainsi pendant toute la semaine. L'insuffisance du temps accordé au repos fait du sommeil un besoin tellement impérieux qu'il surprend les malheureux enfants au milieu de leurs occupations. Pour les tenir éveillés, on les frappe avec des cordes, avec des fouets, avec des bâtons, sur le dos, sur la tête même. Plusieurs ont été amenés devant les commissaires de l'enquête, avec des yeux crevés, des membres brisés par les mauvais traitements qui leur avaient été infligés. Voilà ce qu'engendra cette soi-disant révolution du peuple, par le peuple et pour le peuple, au nom de la liberté et des droits de l'homme. Et Napoléon Ier, qui ne fut qu'un avorton de cette révolution, resta dans la lignée d'Isaac le Chapelier et de Pierre d'Alarde. En 1803, il institua le livret ouvrier afin de restreindre la libre circulation des ouvriers en France, bref, de les contrôler. Tout ouvrier voyageant sans livret est réputé vagabond et condamné comme tel. Il ne peut quitter un employeur qu'après que celui-ci eut signé un quitus sur le livret. La signature devant être certifiée par une autorité et ne peut quitter une commune sans le visa du maire ou de la gendarmerie, avec indication du lieu de destination. L'employeur doit inscrire sur le livret la date d'entrée dans l'entreprise, puis la date de sortie et indiquer que l'ouvrier le quitte libre de tout engagement. Quelle dictature! La perte du livret interdit de travailler et de quitter la commune du dernier domicile jusqu'à obtention d'un nouveau livret. En février 1848, éclata une révolution à Paris, suite à l'interdiction d'un banquet républicain. Elle mit fin à la monarchie de Juillet, en chassant le roi Louis-Philippe Ier, et dans l'après-midi du 24 février, la Seconde République fut proclamée par les députés. Cette Seconde République créa les fameux ateliers nationaux, en vue de procurer aux chômeurs un petit revenu en échange d'un travail symbolique. Mais la commission exécutive issue de l'Assemblée décida le 20 juin 1848 de supprimer ces ateliers nationaux, qui coûtaient plus qu'ils ne rapportaient. La conséquence, ça sera 20 000 ouvriers dans la rue le 23 juin 1848 et près de 400 barricades érigées. Le général Cavaignac engagea une terrible répression contre ces ouvriers. Après sa victoire, le gouvernement déclara « L'ordre a triomphé de l'anarchie, vive la République !» Plus de 4000 ouvriers et ouvrières moururent en 5 jours. 1500 furent fusillés, sans jugement. Et les tribunaux condamnèrent 16 000 personnes, dont 4000 à la déportation en Algérie. La Deuxième République ne dura que 4 ans, mais ce fut assez pour elle pour poursuivre l'œuvre antisociale de la première. 21 mars 1884. C'est le vote de la loi relative à la création des syndicats professionnels. Cette loi ne fut en fait qu'un soulagement des lois révolutionnaires de 1791. Même si elle donne l'illusion d'être un progrès, cette loi ne fit que renforcer la division entre patrons et ouvriers qu'exploiteront volontiers une multitude d'idéologues.
Cette division, la loi de 1884, ne l'interdira pas contrairement à la logique du système corporatif. Patrons et ouvriers peuvent désormais mieux s'organiser pour pouvoir mieux s'affronter. Le 1er mai 1891, les ouvriers de la cité ouvrière de Fourmi organisèrent une grève pour des journées de 8 heures et la hausse des salaires. La diminution de la journée de travail était d'ailleurs réclamée depuis les années 1880 par les députés royalistes contre l'avis des républicains de gauche comme de droite. Sous l'impulsion des patrons, le maire de la ville envoya 2 compagnies d'infanterie du 145e régiment de ligne. 150 à 200 manifestants arrivèrent sur place et firent face aux 300 soldats équipés du nouveau fusil Lebel contenant 9 balles de calibre 8 mm. Le commandant Chapus s'écria « Feu, feu, feu rapide !» Visez le porte-drapeau. Bilan, 9 morts et au moins 35 blessés. Au début du XXe siècle, les vignerons du sud de la France furent frappés par une grave crise viticole, mais le gouvernement de Paris, plus proche des riches betteraviers du nord, se désintéressait du sort des vignerons du sud. La misère, la colère et la révolte montèrent à travers les villages. Le 11 mars 1907, ils furent 87 à manifester à Argelier. Le 9 juin, ils étaient entre 600 à 800 000 personnes dans les rues de Montpellier. L'historienne Geneviève Gavineau-Fontaine dira de cet incroyable rassemblement. Cette mobilisation de masse dépasse d'ailleurs les courants politiques ou idéologiques, puisque l'on voit marcher côte à côte des sympathisants de la gauche socialiste et de la droite royaliste. Sur ordre de Georges Clemenceau, l'armée française ouvrit le feu sur le peuple des vignerons du Midi et ordonna l'arrestation des responsables du mouvement. Bilan, 5 morts, dont une jeune fille de 20 ans, et 33 blessés gisant à terre. Clemenceau y gagnera le surnom mérité de fusilleur. Toujours en 1907, à Raon-l'Étape, les ouvriers en chaussures réclamaient un salaire minimum de 32 centimes de l'heure, la journée de 10 heures et la suppression des amendes. La direction ayant refusé leur demande, ils se mirent en grève au début du mois de juillet. Le préfet fit envoyer 2 bataillons, les 2e chasseurs à pied de Lunéville et le 20e bataillon de chasseurs à pied de Baccarat, ainsi que 2 escadrons du 17e chasseur. Le 28 juillet 1907, l'armée tira sur un défilé pacifique, tua 3 ouvriers et en blessa 32 autres. Des barricades furent élevées dans les rues et le drapeau noir fut arboré. 1908. Ce sont les carriers et terrassiers de Draveil-Vigneux qui lancèrent une grève, toujours pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Le 2 juin 1908, 2 grévistes furent tués dans leur permanence à Vigneux par un gendarme, et une dizaine d'autres sont blessés. Le 30 juillet 1908, ce fut la journée sanglante. 300 à 400 manifestants se heurtèrent violemment aux 5 régiments de dragons, 4 grévistes furent tués et plus de 200 blessés. Clemenceau ordonna alors des arrestations massives dans les rangs de la CGT. Le socialiste allemand Karl Kautsky avait raison de dire « C'est la République française qui depuis 12 ans a versé le plus de sang ouvrier en Europe ». Le lendemain de la journée du 30 juillet, Charles Maurras écrivait à juste titre au sujet de Clemenceau « Cette tuerie n'est pas le résultat de la méprise ou de l'erreur. On ne peut l'imputer à une faute de calcul. Il l'a voulu, il l'a visé. S'il avait voulu faire sérieusement son métier de gendarme, de premier flic, il l'aurait fait. Ce n'était pas très difficile, avec les 350 000 hommes que le recrutement a placés dans sa main. » Journal de l'Action française, le 31 juillet 1908. Contrairement à Louis XVI et à Louis-Philippe Ier, qui refusèrent de faire tirer sur la foule, la République n'eut jamais l'état d'âme de s'en abstenir au nom de ses idéaux humanistes. Comme si cela ne suffisait pas de les fusiller, en 1914, la République les envoya au carnage, dans le cadre de la mobilisation générale. Les hommes furent envoyés dans l'enfer des tranchées, et ce furent aux femmes de s'activer à l'usine comme au champ. Après 4 années de guerre, 1,5 million d'hommes, constituant la force vive de la France, avaient péri. 1936, c'est l'avènement du Front populaire, à savoir une coalition de gauche, avec à sa tête un certain Léon Blum. Ce Front populaire se fera connaître et restera dans les mémoires collectives à cause de ses réformes sociales. Congés payés, 11 juin 1936, et semaine de 40 heures, 12 juin 1936, au lieu de 48 pour tous les salariés. Réforme de l'organisation de la Banque de France, le 24 juillet 1936, nationalisation
des principales usines d'armement le 11 août 1936 et création d'un office interprofessionnel du blé le 15 août 1936 pour maîtriser le cours des céréales. Certes, elles furent bien sympathiques, ces petites réformettes, mais que de temps perdu si on compare à ce qui avait été proposé dès le XIXe siècle par l'école contre-révolutionnaire. Car il faut bien le dire, ces avancées sociales étaient réclamées durant ce XIXe siècle par les catholiques sociaux royalistes, mais refusées systématiquement par l'opposition libérale et de gauche. Le royaliste Albert Demain, le 24 février 1886, le 7 décembre 1889, le 29 octobre 1892 et en mars 1912, demandait la diminution des heures de travail, mais le monde ouvrier dut attendre 1936. N'oublions pas qu'une certaine gauche, marxisme aidant, ne s'intéressa au monde ouvrier que lorsqu'elle comprit l'intérêt qu'elle pourrait en tirer dans les revendications révolutionnaires. Jusque-là, la gauche républicaine des Lumières avait écrasé et massacré allègrement toute réclamation ouvrière. Le roi Louis XVI n'était-il pas monté sur l'échafaud au même moment qu'un artisan? Rappelons également le cas du comte de Chambord, avec sa lettre aux ouvriers rédigée en 1865. Voici quelques extraits. À l'individualisme opposé l'association, à la concurrence effrénée le contrepoids de la défense commune, au privilège industriel, la constitution volontaire et réglée, les corporations libres. Il faut rendre aux ouvriers le droit de se concerter, en conciliant ce droit avec les impérieuses nécessités de la paix publique, de la concorde entre les citoyens et du respect des droits de tous. En un mot, ce qui est démontré, c'est la nécessité d'associations volontaires et libres des ouvriers pour la défense de leurs intérêts communs. Dès lors, il est naturel que dans ces associations, ils se forment sous un nom quelconque des syndicats, des délégations, des représentations qui puissent entrer en relation avec les patrons ou syndicats de patrons pour régler à l'amiable les différends relatifs aux conditions du travail et notamment au salaire. Ici, la communauté d'intérêt entre les patrons et les ouvriers sera une cause de concorde et non d'antagonisme. C'est en 1865 qu'il écrivit ces lignes, qui sont, il faut l'avouer, dans la lignée d'un Louis XVI, se justifiant devant Turgot. Si l'empire de Napoléon III avait mis en pratique la politique sociale du comte de Chambord pour les ouvriers, il n'y aurait jamais eu toutes ces grèves et fusillades citées précédemment. La mise en place des corporations aurait scellé l'alliance entre patrons et ouvriers d'une même profession, excluant la division de la lutte des classes que le syndicalisme n'a jamais su éradiquer et que des idéologies ont surexploité violemment. Sans oublier les propositions de loi d'Albert Demain, entre autres, qui, si elles avaient été votées en leur temps, auraient quasiment résolu la question sociale avant 1900. S'ajoutant à cela l'encyclique Rerum Novarum de 1891 du pape Léon XIII et les analyses du sociologue René de la Tour du Pin dans ses fameux jalons de route, et le XXe siècle aurait été synonyme de paix sociale bien avant 1936. Mais pour le plus grand malheur du monde ouvrier, l'école contre-révolutionnaire n'a pas su s'imposer efficacement. 40 ans après les fusillades de Draveil-Vigneux, c'est encore un gouvernement socialiste qui se chargera de fusiller une fois de plus les ouvriers. Lors de la grande grève des mineurs de 1948, 60 000 hommes sont envoyés dans les bassins pour réprimer la grève. Ils feront 6 morts et des milliers de blessés. 3 000 mineurs sont arrêtés, dont 1 500 seront emprisonnés. 3 000 seront licenciés et une centaine de délégués syndicaux révoqués. Nous le voyons bien, chaque fois que les ouvriers en France eurent à subir de violentes répressions, ce fut toujours de la part d'un gouvernement républicain et souvent dit de gauche. Le décret d'Allard et la loi Le Chapelier, qui ouvrirent la voie au libéralisme économique en 1791, furent également votés à gauche, et ce n'est certainement pas l'œuvre du Front populaire qui épongera à jamais le sang des ouvriers martyrs. René de la Tour du Pin avait donc raison lorsqu'il écrivait « On se plaît à considérer le socialisme comme une utopie, c'est une erreur. Ce qu'on peut considérer comme une utopie, c'est le bonheur qu'il procurerait à l'humanité. » Au fil du temps, le sort des ouvriers s'est bien amélioré grâce au développement et à l'organisation syndicale, mais que de sang versé pour obtenir ce résultat. Pierre Gexod de l'Académie française disait « Jamais, pendant un siècle, la classe ouvrière n'a rien obtenu en développant ses raisons. Elle a amélioré son sort en s'organisant, en manifestant, en prenant part aux insurrections et aux révoltes.
Ce que la prudence et l'intérêt public, bien entendu, n'avaient pu lui procurer, elle l'a arraché en faisant peur. C'est chose merveilleuse d'ailleurs de contempler les miracles que provoque cette peur. Les lois économiques cessent subitement d'être fatales et plient à toutes sortes d'arrangements. Ce qui était impossible la veille devient supportable le lendemain. Ce qui promettait les entreprises à une ruine nécessaire n'est plus une cause irrémédiable de décadence. Mais après les fusillades, la République trouva encore un autre moyen pour écraser les ouvriers devenus trop chers pour le 440. Elle allait tout simplement mettre en place une politique au service d'un patronat véreux, visant à faire de l'immigration la source d'un profit considérable, au détriment des ouvriers nés sur notre sol national. Le 28 avril 2010, sur le blog de Marianne, on y lisait quelques lignes d'un rapport patronal sur l'immigration. Parce que l'immigration permet de payer les salaires toujours moins. Conseil d'analyse économique, immigration, qualification et marché du travail. On se souvient du président Pompidou, avouant peu avant sa mort qu'il avait ouvert les vannes de l'immigration en France à la demande des grands patrons, désireux de pouvoir bénéficier d'une main-d'œuvre nombreuse, docile et bon marché, d'une réserve quasi inépuisable à même de réduire les ardeurs revendicatrices des travailleurs français souvent organisés. Cela fait froid dans le dos, lisons plus loin. Ainsi, les rapports de la Commission européenne du MEDEF ou du Business Europe, le MEDEF européen, n'ont eu de cesse depuis plusieurs décennies d'en appeler à toujours plus d'immigration. Le grand patronat souhaitant toujours plus d'immigration afin de faire baisser les salaires. Au lieu d'augmenter les salaires, le patronat a tout intérêt à créer une pénurie qu'il comblera en allant chercher ailleurs une main-d'œuvre prête à accepter des salaires plus faibles. Au début, la gauche elle-même s'en inquiéta. On se souvient de l'intervention du secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, qui dans son discours du 27 mars 1980, à la porte de Pantin, disait « Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. » La suite, on la connaît. Afin de rendre inoffensive cette gauche qui aurait pu mettre des bâtons dans les roues dans cette politique de l'immigration, voulue par le patronat, le gouvernement socialiste va durant tout le mandat de Mitterrand inoculer dans la pensée dominante l'idéologie de l'antiracisme. Avec cette idéologie devenue un dogme qui perdure encore à ce jour, plus de remise en cause de cette politique de l'immigration, et avec en prime la mise en place d'un terrorisme intellectuel particulièrement virulent à l'égard de ceux qui s'y essaieraient. Ce terrorisme intellectuel est une manière terrible pour les peuples de subir la loi des riches et leur délocalisation massive dont nous avons maintes fois parlé. Une manière terrible de déstabiliser les pays accueillants et sinistrer les pays voyant fuir leurs jeunes cerveaux et manœuvres. Pourtant, une saine politique permettrait à chacun de vivre libre là où il le désire, si nos moyens étaient mis au service d'autrui et non des banques. En conséquence, les ouvriers et les travailleurs en général se détachèrent petit à petit de cette gauche qui eut pour longtemps la réputation de les protéger, mais qui, au final, préféra s'occuper du sort des immigrés que de celui des travailleurs déjà présents en France. Du culte du prolétaire, la gauche est passée au culte de l'immigré, incarnant l'homme nouveau des mondialistes. Avec les progrès grandissants de la technologie et plus particulièrement de la robotique, bientôt les ouvriers, et pas seulement eux, seront remplacés par des machines anthropomorphiques ayant des capacités humaines équivalentes ou supérieures. L'homme devenant lui-même un obstacle pour la haute finance. Où sera alors notre place dans ce monde d'argent et de robots? Bernanos avait raison lorsqu'il écrivait « Un monde gagné par la technique est perdu pour la liberté ». De la loi Le Chapelier de 1791 à aujourd'hui, ce sont les mêmes qui tirent les ficelles du monde du travail. Tous les maux dont nous souffrons et avons souffert sont la conséquence de la chute du régime corporatif et d'une monarchie protectrice. La reconquête sera très certainement douloureuse, mais il faudra tôt ou tard retrouver la sagesse des hommes comme René de la Tour du Pin, le comte de Chambord, Proudhon, le pape Léon XIII, Albert Demain et bien d'autres encore. Afin que puissent être réhabilités les enseignements de l'école catholique sociale contre-révolutionnaire, afin qu'un humanisme chrétien régisse à jamais un monde du travail libéré du joug de la haute finance mondialiste,
notre jour viendra.